Bonjour et bienvenue à Salah Eddine, bienvenue au bureau du président du Kurdistan irakien pour cet entretien exclusif. Président Massoud Barzani, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui ici dans votre bureau. Vous avez passé beaucoup de temps ces dernières semaines sur les lignes de front du fait de la guerre contre l'organisation de l'État islamique, également connue sous le nom de Daesh. Et c'est devenu une question beaucoup plus délicate au mois de juin, lorsque ce groupe a pris le contrôle de la ville de Mossoul, et c'est devenu encore plus dramatique lorsque, au début du mois d'août, l'offensive a atteint le Kurdistan. Les troupes kurdes ont résisté avec le soutien des pays occidentaux. J'aimerais vous demander de nous mettre à jour sur la situation militaire. Je sais qu'il y a eu une attaque récente. Quelle est la situation militaire dans cette guerre contre Daesh? Il y a des combats qui ont lieu tous les jours contre l'organisation de l'État islamique, contre ces terroristes. Les groupes terroristes de l'État islamique ont réussi à lancer une offensive dans le sud et ensuite ils ont lancé une attaque contre le Kurdistan. Au départ de cette attaque, ils ont réussi à prendre le contrôle de certaines zones, mais ensuite les Peshmerga ont lancé une stratégie à deux volets. Tout d'abord, arrêter l'État islamique et ensuite lancer une offensive et les repousser et les faire partir des zones qu'ils contrôlaient. Ils ont remporté beaucoup de victoires contre l'organisation de l'État islamique et aujourd'hui les Peshmerga lancent des offensives et arrivent à reprendre des zones qui étaient contrôlées par l'État islamique. Les combats ont lieu aujourd'hui alors qu'il est à l'ouest du Tigre. Donc apparemment, il y a une attaque dans la zone de Rabia. Avez-vous le sentiment que Daesh perd la guerre et essaye d'attaquer par la surprise? Ou est-ce que vous pensez que Daesh pourrait encore gagner cette guerre? Non, la guerre n'est pas finie. L'organisation de l'État islamique, aujourd'hui, n'a pas perdu ses capacités à lancer des offensives. Donc la guerre se poursuit. C'est vrai qu'ils ont été affaiblis, mais ils n'ont pas perdu leur capacité à mener des offensives. Vous vous êtes livré à de nombreuses guerres pendant votre carrière. Vous vous êtes battu contre Saddam Hussein. Est-ce que Daesh est pire que toutes les autres menaces? C'est un nouveau type de guerre. C'est un nouveau type de tactique. Et c'est également une guerre idéologique. Ces terroristes atroces, barbares, ne respectent rien, ils n'épargnent rien, ils attaquent tout. Donc ces organisations terroristes sont barbares, ce sont les groupes les plus barbares auxquels nous ayons été confrontés, même comparés au régime irakien que nous avons combattu. Je voudrais aborder la question du soutien occidental. Vous avez eu des frappes aériennes décisives de la part des Américains, vous avez reçu des armes d'autres pays occidentaux, il y a eu la visite historique du président français François Hollande. Qu'est-ce que vous attendez de plus de la part de l'Occident? Plus d'armes lourdes, plus d'aide militaire? Qu'est-ce que vous attendez de plus? Il est sûr que la visite du président français, M. Hollande, a été une visite historique. Nous tenons à le remercier. Nous souhaitons remercier la France et tous les membres de la coalition pour l'appui qu'ils nous fournissent. Mais j'aimerais préciser que l'appui que nous recevons pour l'instant n'est pas suffisant par rapport à nos besoins. Par exemple, en ce qui concerne les armes lourdes, que ce soit en quantité et en qualité. Nous avons besoin de plus d'armement. Nous avons besoin de transports de troupes blindées, d'hélicoptères, d'artillerie pour pouvoir remporter la guerre. Nous n'avons pas reçu ce type d'armement et cela ne suffit pas. Pourquoi n'avez-vous pas reçu cette aide? Est-ce que vous pensez que l'Occident rechigne à vous donner trop d'armes? Nous avons posé la même question et c'est une question à laquelle nous attendons toujours une réponse.
Nous avons posé une question de façon très claire et nous n'avons pas reçu de réponse très claire. Nous voulons savoir s'il y a une limite à la quantité d'armement que nous pouvons recevoir et également, en ce qui concerne leur qualité, nous n'avons pas reçu de réponse claire. Vous êtes donc déçu à cet égard. Nous ne sommes pas déçus. Nous attendons que les engagements qui ont été pris soient respectés. J'aimerais aborder la situation à Kobané, cette ville martyre, à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il y a eu beaucoup de critiques contre la Turquie pour n'avoir pas fait plus pour sauver les habitants de cette ville qui était attaquée par Daesh. Pensez-vous que la situation s'est stabilisée aujourd'hui et pensez-vous que Kobané va finalement repousser Daesh? La résistance courageuse des combattants de Kobané est remarquable. Ils ont réussi à résister à l'État islamique. Les Peshmerga ont également été déployés dans la ville de Kobané et ils ont fourni un appui pratique. La Turquie a permis aux Peshmerga de transiter par ce territoire. Sur le plan militaire, la Turquie n'est pas intervenue et je ne sais pas pourquoi je cherche toujours une réponse à cette question. C'est à la Turquie qu'il faut la poser. Envisagez-vous d'envoyer plus de Peshmerga et d'armes à Kobané? S'il y a une demande et s'il y a un moyen de le faire, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire. Mais vous n'avez pas encore l'accord des autorités turques pour ce faire. Il y a un accord entre le Kurdistan irakien, la Turquie et les États-Unis et c'est dans le cadre de cet accord que nous avons envoyé des Peshmerga à Kobané. Et nous devons parler de cette question, d'envoyer plus de Peshmerga. La Turquie a été critiquée, notamment en Occident, de n'avoir pas fait assez pour sauver Kobané, mais également pour avoir dit que Daesh, pour la Turquie, est pareil que le PKK. Il s'agit d'organisations terroristes, ce qui a choqué beaucoup de monde en Occident. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'opinion turque selon laquelle le PKK et Daesh, c'est la même chose, des terroristes? Non, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Est-ce que vous êtes encore impliqué dans les pourparlers entre les autorités turques et le PKK et espérez-vous que ces pourparlers vont finir par réussir? Il y a beaucoup de scepticisme à cet égard. Pour l'instant, notre plus grande priorité, c'est de lutter contre l'organisation de l'État islamique, mais malgré ces impératifs, nous allons poursuivre nos efforts afin de soutenir le processus de paix en Turquie. Le but est de trouver une solution pacifique à la question kurde en Turquie et nous allons continuer dans cet objectif. Et vous êtes personnellement impliqué dans ces pourparlers? Nous sommes en contact permanent avec les responsables concernés. Est-ce que la Turquie vous a apporté de l'aide lorsque Daesh s'approchait d'ici au mois d'août? Ils ont envoyé un convoi de munitions. Et ces livraisons continuent? J'aimerais que l'on passe à un autre sujet, s'il vous plaît. Concernant l'Iran, avez-vous reçu du soutien de l'Iran? Est-ce que l'Iran continue à vous soutenir? Oui, l'Iran nous a envoyé des convois de munitions également. Et est-ce que l'Iran continue à vous approvisionner en armes? Parfois, oui, ils continuent à nous envoyer des convois. Ils ont été parmi les premiers à vous aider. Oui, le premier envoi, le premier largage a été effectué par l'Iran. Existe-t-il une coopération entre l'Iran, les États-Unis et les forces kurdes contre Daesh? À ma connaissance, au niveau officiel, il n'y a pas de coordination. Évidemment, j'aimerais aborder la question de l'indépendance. Vous avez annoncé il y a quelques mois, en juin-juillet, qu'il y aurait un référendum sur l'autodétermination. Évidemment, il y a eu des événements, notamment l'attaque de Daesh sur le Kurdistan. Est-ce que c'est encore à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y aura un référendum sur l'autodétermination kurde? Le droit à l'autodétermination est un droit légitime et naturel du peuple kurde. Notre peuple devra décider de son avenir et de l'autodétermination.
Ce droit doit être exercé et rien dans la situation actuelle ne pourra entraver ce processus. Rien ne pourra s'opposer, ne pourra arrêter ce processus. Peut-être que le calendrier changera dans l'application du processus, mais nous n'allons pas abandonner ce processus qui consiste à exercer nos droits. Est-ce qu'il y aura un référendum l'année prochaine? C'est le Parlement qui se penche sur cette question. La décision a déjà été prise, celle de tenir un référendum, mais le calendrier de ce référendum sera débattu au sein du Parlement. Il faut aussi que la décision soit acceptée par vos voisins et vos alliés, et beaucoup d'entre eux ne sont pas favorables à votre indépendance. La décision consiste à tenir un référendum pour voir si le peuple kurde pourra prendre son destin en main et se prononcer sur l'autodétermination. Mais il faudra débattre plus tard des détails et du calendrier de ce processus. Mais personne ne pourra nous arrêter, celui d'exercer notre droit. Personne ne pourra s'opposer à la volonté et aux attentes du peuple kurde. Ils vont se prononcer sur leur avenir et personne n'a le droit de décider du destin du peuple kurde à sa place. J'aimerais aborder la question de Kirkouk, une ville très symbolique. Vous avez pris le contrôle de Kirkouk en profitant de l'attaque de Daesh. Est-ce que vous allez un jour rendre Kirkouk à un gouvernement fédéral d'Irak? Ou croyez-vous que ça appartiendra toujours au Kurdistan? Pour nous, Kirkouk fait partie du Kurdistan, c'est un fait. Nous avons un accord constitutionnel pour qu'il y ait un processus de normalisation du recensement et nous avons prévu de tenir un référendum pour que la population de Kirkouk puisse décider de son avenir. Et donc nous respecterons la volonté des habitants de Kirkouk. Comme nous l'avons toujours dit, il n'en reste pas moins que Kirkouk fait partie du Kurdistan. Mais encore une fois, pour que nous puissions gérer la situation, il faut qu'il y ait des dispositions spéciales qui soient prises, que les habitants et l'administration de Kirkouk puissent être représentés. Monsieur le Président, derrière vous, il y a le drapeau du Kurdistan et le drapeau de l'Irak. Après tout ce qui s'est passé, est-ce que vous avez encore le sentiment d'appartenir à l'Irak? Vous savez, le Kurdistan fait partie de l'Irak en vertu d'une constitution pour laquelle nous avons voté. Mais il y a une réalité, il y a des faits qu'il faut prendre en compte. L'Irak regroupe deux nations, les Arabes et les Kurdes. Nous devons être des partenaires. Pour moi, il n'y a pas d'autre définition de la manière d'appartenir à l'Irak. Mais êtes-vous d'accord que toutes les tentatives pour créer un Irak unifié depuis des décennies ont échoué? Pensez-vous qu'il y a un moyen de rassembler l'Irak? Ou est-ce que l'Irak est quelque chose qui remonte au passé, qui n'est pas dépassé? Cela dépendra des choix de gouvernance des dirigeants de l'État irakien. Car s'ils répètent les erreurs du passé, eh bien oui, le pays sera démembré, le pays sera fragmenté. Mais si les dirigeants poursuivent leur engagement en faveur de la Constitution, il y a une chance que l'Irak survive. Donc, à ce sujet, il y a une date butoir, le 8 décembre. Le nouveau gouvernement va essayer de résoudre tous les problèmes entre le gouvernement fédéral et le Kurdistan, la région autonome du Kurdistan. Il y a des questions concernant les Peshmerga, il y a la question de Kirkouk, mais il y a aussi évidemment la question du pétrole, qui est aussi une source de dispute. Vous avez inauguré il y a un an un oléoduc à travers la Turquie. Le gouvernement central de l'Irak a décidé de diminuer le budget alloué à la région au mois de février, ce qui est à l'origine de beaucoup de problèmes économiques ici. Pensez-vous qu'il existe des chances de parvenir à des accords sur toutes ces questions d'ici le 8 décembre? À l'heure actuelle,
il y a un processus qui est en œuvre et qui vise à trouver des solutions aux problèmes. Nous avons fait preuve de souplesse, nous avons montré que nous avions l'intention de trouver des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face. Mais si aucune solution n'est trouvée, eh bien nous ne pourrons pas attendre toujours. Nous devrons prendre les décisions qui s'imposent. Donc, si cela ne se passe pas d'ici le 8 décembre, êtes-vous disposé à continuer à discuter ou est-ce que c'est une date butoir ferme? Si ces problèmes ne sont pas résolus d'ici là, ça sera fini. C'est une décision collective qui revient aux partis politiques au Kurdistan et au Parlement kurde. Je ne sais pas quelle sera la décision de la majorité. Pour préciser les choses en matière de pétrole, qu'est-ce que vous voulez exactement? Voulez-vous que le Kurdistan ait l'autorité d'explorer, de produire et d'exporter du pétrole et que le gouvernement fédéral n'ait aucun mot à dire dans ce domaine, ou êtes-vous disposé à partager cette autorité pétrolière avec les autorités irakiennes? La constitution irakienne stipule que le gaz et le pétrole irakien appartiennent aux citoyens irakiens. C'est également le cas des revenus et il n'y a pas de litige sur ce point. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles possibilités. Il y a un nouveau ministère du pétrole dirigé par un bon ami du Kurdistan. Il nous a rendu visite et un accord a été trouvé. Nous espérons que grâce à ces accords, nous trouverons des solutions à ces questions. Avez-vous plus confiance dans le nouveau Premier ministre que al-Maliki? Ce n'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder pour l'instant. Dernière question, est-ce que vous rêvez d'être un jour le président de tous les Kurdes? Et pensez-vous que ce rêve se rapproche, va se réaliser bientôt? Je n'ai jamais rêvé d'être le président. Je ne m'attends pas à être le président et je ne veux pas être le président de tous les Kurdes. Ce que je sais, c'est qu'un jour, les Kurdes seront indépendants. Il y aura de nombreux sacrifices à faire et je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous y parvenions. Ce que j'espère, c'est que le Kurdistan sera indépendant. C'est le plus important et la question de qui est le président n'est pas vraiment importante. Allez-vous retourner au front, à Rabia, pour suivre la guerre? J'ai visité tous les champs de bataille, plusieurs lignes de front. Donc ensuite, je vais suivre l'évolution de la situation. Et vous espérez, bien sûr, éventuellement gagner. Nous croyons à la victoire. Merci beaucoup, Président Barzani, de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Thank you.